la énième affaire Zemmour, c'était de convoquer Éric Zemmour devant les tribunaux pour avoir donné la vision qu'il a du régime de Vichy. Et donc, un certain nombre d'associations, à commencer par l'Union des étudiants juifs de France, qui d'ailleurs dont la représentativité est de nos compatriotes de confession juive et des étudiants et de la France est tout à fait douteuse, mais bon, peu importe. Énième association vivant des procès qu'elle intente, attaque Éric Zemmour en disant négationnisme. Comme vous le savez, depuis la loi Fabius-Guessot, le négationnisme, c'est-à-dire le fait de nier ou d'édulcorer la Shoah, enfin la réalité de la Shoah, est puni en France d'amendes lourdes et pouvant donner lieu à de l'emprisonnement. Dans des cas très exceptionnels, hein. Il y a eu, je crois, il y a eu 2 cas, et encore, le cas Rissen ne porte pas sur le révisionnisme, il porte sur l'incitation à la haine raciale. Il y a eu un cas, euh, peut-être peut-être 2 avec le carré noir. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dit Éric Zemmour? Éric Zemmour dit que Vichy, il reprend une thèse qui est celle de Robert Aron, a donné les juifs étrangers réfugiés en France pour protéger les juifs nationaux. Alors, c'est une lecture de l'histoire qui se heurte à beaucoup de renouvellement historiographique, qui ne se heurte pas uniquement à l'école paxtonienne qui elle-même a largement été, puisque l'école paxtonienne c'est l'école La France et Collabo, parce qu'il n'y avait que 200 000 soldats allemands sur l'ensemble du territoire français pendant la guerre, ce qui est faux, il y en avait plus d'1 million, mais disons que aujourd'hui, et ça vous le verrez, la seule chose qui fait qu'on parle encore de Robert Paxton, c'est qu'il est encore en vie. Mais son œuvre sera balayée, comme l'est d'ailleurs celle de Zev Stirnel en histoire des idées politiques de plus en plus. Donc tous ces gens-là le vent les emportera. Mais il y a, que ce soit l'œuvre de Lili Moriagil, que ce soit l'œuvre de certains historiens, je pense à des gens qui, à défaut d'être totalement honnêtes, peuvent être méticuleux sur certains points. Je pense à Joly particulièrement, mais je pense également à, disons, tout le renouvellement de la question de la déportation et de la question de l'appareil de Vichy, qui a été l'œuvre comme Pierre Laborie ou d'autres, qui ont largement renouvelé. Alors, après, moi je salue ce jugement pour 3 raisons. Premièrement, au cas où Éric Zemmour caresserait une carrière politique, ce qui pourrait être intéressant, je ne cache pas. Surtout que sinon c'est Macron-Le Pen, hein, faut être très honnête. Et donc c'est Macron, puisque bon, elle ne sera jamais élue, et fort heureusement d'ailleurs. Euh, Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un tel jugement sur ce fait-là aurait pu vraiment le marquer dans une période de campagne et de pré-campagne. Ce ne sera pas le cas, et c'est très bien. Deuxièmement, ça veut dire quand même qu'on commence à retrouver un peu de débat historiographique en France et à pouvoir souffler un peu de l'extraordinaire chape de plomb qui à la fin aurait emporté des choses très drôles. Par exemple, comme peu de gens le savent, l'un des premiers à avoir critiqué la thèse de Paxton de la France Collabo, c'est Serge Klarsfeld. Et oui, vous voyez, les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on imagine. Or, après, ça permet de retrouver un sens historique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a Pétain et il y a Vichy, ce sont 2 choses différentes. Premièrement, Vichy n'est pas la même chose en 40, 41, 42, 43 et 44. Enfin, en 43 en tout cas, en 44 il n'y a plus grand-chose. Et Vichy, ce sont des clans, des hauts fonctionnaires de la Troisième République, très peu de maurassiens, très peu de nationalistes, beaucoup d'européistes et de créatures d'Aristide Briand. Disons que la réalité du régime de Vichy se fait court. Le problème, c'est que quand elle se fera totalement court, on se rendra compte qu'en fait, c'est une coagulation de la bourgeoisie pour sauver les meubles et pour pouvoir se faire un peu de blé sur le dos du peuple français occupé. Et donc ça quand même, c'est très proche sociologiquement d'En Marche, quoi. C'est ça le problème. Hein, si vous voulez,
Le, ce sont beaucoup d'hierarques de Vichy, ce sont des Michel Barnier avec un peu plus de talent, quoi. Mais bon, ça ne vaut, en termes anthropologiques, ça ne vaut pas plus. En espérant d'ailleurs que ça finisse pareil. Le problème, c'est qu'on ne veut pas lire Vichy comme ça, alors que dès le début, vous avez de grandes lectures de Vichy, je pense à celle de Trotsky par exemple, quand il dit ce n'est pas un régime fasciste, c'est un régime sénile. Analysez bien cette phrase. Tout y est dit. Tout est dit. Preuve d'un très grand penseur politique, quoi qu'on puisse reprocher au personnage par ailleurs. Oui, un régime sénile qui n'est rien de plus qu'un pseudopode de l'occupant. Ensuite, le fait que cette autorité-là ait été maintenue a peut-être permis d'éviter des sorts comme les juifs hollandais. Peut-être. C'était la thèse de François-Georges Dreyfus, par exemple. En réalité, pour différentes raisons, j'en suis pas certain. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois une volonté populaire de protéger les juifs, qui est très claire, une volonté d'une partie de l'appareil administratif de ne pas céder trop rapidement aux Allemands, une autre volonté de l'appareil administratif, ça François Delplat en parle magnifiquement, qui a été d'essayer de négocier avec eux alors qu'Hitler les a toujours menés par le bout du nez. Mais surtout, il ne faut pas oublier que dans les plans allemands, la Shoah de l'Ouest et la Shoah d'Afrique du Nord, parce qu'il y avait aussi un plan d'extermination des Juifs d'Afrique du Nord, hein, contrairement à une légende. C'est parce que les Allemands n'ont pas eu le temps de le faire qu'ils y pensaient pas. Mais la Shoah doit commencer à l'Est, parce que à l'Est se concentre, et là je vous renvoie à la nouvelle histoire de la guerre à l'Est, et particulièrement à l'œuvre de Jean Lopez, à Barbarossa, qui est terrifiant. Enfin, on n'imagine pas ce qui a eu lieu là-bas. Qu'on a d'ailleurs largement enterré, à la fois pour réhabiliter l'Allemagne et pour faire la guerre froide. Mais aujourd'hui, la vérité, il y avait un film terrible là-dessus. Là, le nazisme est réunifié dans ses deux principales dimensions, qui sont un anti-judaïsme et un anti-slavisme. Donc la Shoah devait débuter à l'Est, aussi pour une raison qui est terrible mais qui est technique, c'est que plus de 70% de l'effort de guerre allemand et près de 80% de l'univers concentrationnaire sont à l'Est, tout simplement. Donc, si vous voulez, les Juifs de France n'étaient pas prioritaires par rapport aux Juifs polonais, par exemple. Pardonnez le choix des mots, mais ce sont des sujets compliqués. Et il ne faut pas oublier que pour Hitler, ce qu'il faut, c'est piller la France d'abord. Parce que la France est la vache à lait pour les Boches. Elle l'est toujours d'ailleurs. Mais le programme d'extermination doit débuter dans le Lebensraum, dans l'espace vital germanique. Ce qui vous explique ces choses monstrueuses par exemple, que des dignitaires allemands, je pense à Göring particulièrement, aient reçu des latifundia énormes dans des territoires d'Europe de l'Est, avec libre disposition et de la terre et des gens qui y vivaient. Enfin, ils sont allés loin dans le délire, hein, parce que quand ils se mettent à délirer, eux, ça va tout chousse, tout chousse, tout chousse. Donc, si vous voulez, on va pouvoir se reposer des questions sur cette période et ne plus porter la responsabilité et au contraire, peut-être retourner à l'histoire de la résistance. Je pense d'ailleurs que là, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Français, on ne vous a pas menti, qui est pour liquider le mythe du résistentialisme, qui est un mythe qui a été utilisé par les Chiraciens et la gauche européiste pour criminaliser la France, pour pouvoir, eux, euh, faire accepter leur trahison, qui est en fait un mythe qu'ils prennent à quoi? À l'extrême droite la plus visqueuse, vu que c'était, je crois que c'est Figueras qui avait créé le terme résistentialiste, si mes souvenirs sont bons, autrement dit, des gens qui n'ont jamais pesé plus de 1% en France, et tant mieux d'ailleurs. Donc, ils ne vont pas pouvoir faire dire aux lois contre le négationnisme ce qu'elles ne disent pas. Moi, à titre personnel, je l'ai toujours dit, je suis opposant à ces lois pour une raison, c'est que vous, en les appliquant, vous donnez un aura de martyr à des gens qui ne le méritent pas. Mais heureusement, les magistrats sont allés contre eux-mêmes et contre leurs intérêts de caste, et n'ont pas prostitué ces lois outre mesure en les appliquant à Éric Zemmour, qui en était parfaitement innocent pour un fait de simple logique. C'est de dire que Pétain aurait contribué à sauver des juifs.
bah, c'est au moins reconnaître que il fallait sauver les Juifs de quelqu'un, et donc que la Shoah a bien eu lieu. Voilà, donc si vous voulez, accuser Éric Zemmour en négationnisme était délirant. Je ne serais pas fier, si j'étais de certaines associations, de prostituer la mémoire de la déportation et la mémoire du génocide des Juifs de la sorte pour de bas intérêts politiques, servant avant tout ceux qui restent du Parti socialiste, comme l'UEJF l'a toujours fait. Mais là, c'est un échec cuisant, et nous ne pouvons souhaiter qu'il donne du courage à Éric Zemmour pour ce qui va suivre. Il en aura bien besoin.